À 3 heures du matin, mon père m'a mis à la porte pour avoir désobéi à sa nouvelle épouse, puis m'a supplié lorsque j'ai coupé le fond fiduciaire. Bonjour, je m'appelle Heidi. Et à 3 heures du matin, mon propre père m'a mise à la porte. Sans chaussures, sans valise, simplement parce que je ne me suis pas incliné devant sa nouvelle femme. Il disait que j'étais difficile, émotive, que je ne comprenais pas la famille. Mais ensuite, j'ai trouvé le testament modifié, le fonds en fiducie volé, et la preuve qu'il planait mon effacement depuis des années. Quelle sorte de famille scénarise votre disparition puis supplie quand l'argent cesse d'arriver? Seriez-vous parti ou auriez-vous saisi la justice comme je l'ai fait? Je me suis réveillé au son de coups martelés sur la porte de ma chambre. Au début, j'ai cru que c'était un mauvais rêve, jusqu'à ce que le deuxième coup fasse vibrer les gonds. Mon cœur a bondi. J'ai attrapé mon téléphone. 3h07 du matin. Heidi. La voix de mon père a traversé le bois, dure et tranchante. Lève-toi, maintenant. J'ai cligné des yeux vers le plafond, confuse. La pluie tapotait contre les carreaux comme un millier de petits doigts. J'ai resserré ma robe de chambre et j'ai ouvert la porte. Il se tenait là, dans une chemise froissée, pieds nus, les cheveux en désordre, si différent de l'homme qui d'habitude ne laissait jamais un bouton défait, mais ses yeux n'étaient pas fatigués. Ils étaient furieux, sauvages. Derrière lui se tenait Vera. Elle n'a pas dit un mot. Elle n'en avait pas besoin. Ses bras étaient croisés, et elle avait cette expression sur le visage, comme si elle regardait quelque chose tourner enfin en sa faveur. Elle n'a même pas essayé de paraître choquée. « Qu'est-ce qui se passe » ai-je murmuré. « Tu as manqué de respect à Vera » a sèchement répondu mon père. « Dans ma maison. Ça ne va pas passer. Plus maintenant. » Moi, quoi? Ma voix s'est brisée. Je ne lui ai pas dit 2 mots ce soir. Je suis resté à l'étage toute la soirée. Il m'a fourré un manteau dans les mains. Alors c'est peut-être ton silence qui est le problème. Fais tes valises, ou ne les fais pas, sors, c'est tout. Au début, je n'ai pas bougé. Pas par défi, juste par incrédulité. Je l'ai fixé, espérant voir quelque chose changer dans ses yeux, mais il n'y avait rien, pas même une lueur de doute. Tu es sérieux en ce moment? Tu aurais dû écouter, a-t-il dit. C'est ce qu'il n'arrêtait pas de répéter en me traînant vers la porte d'entrée. Je n'avais même pas mes chaussures. Le sol en marbre était froid et impitoyable sous mes pieds lorsque nous avons atteint l'entrée. Il a ouvert la porte. Une rafale de vent humide m'a giflé le visage. J'ai regardé Vera de nouveau. Toujours pas de mots. Elle s'appuyait sur la rampe de l'escalier comme si elle profitait d'un spectacle privé. Je me suis tourné vers lui une dernière fois. « Papa, c'est ta fille. »« Non, » a-t-il dit. « Tu étais ma fille avant que tu ne choisisses d'être un problème. » Puis la porte a claqué derrière moi. La pluie tombait plus fort maintenant. Elle a plaqué ma robe de chambre contre ma peau et a trempé mes chaussettes avant même que j'aie atteint la dernière marche. J'ai marché jusqu'au trottoir, engourdi. La rue était sombre. Le lampadaire le plus proche vacillait comme s'il ne pouvait pas se décider entre briller ou s'éteindre. Je me suis assise à l'arrêt de bus au bout de la rue, les jambes tremblantes, le manteau qu'il m'avait jeté dans les mains étant la seule chose entre moi et le froid. J'ai fouillé dans la poche. Pas de téléphone. J'ai dû le laisser sur la table de chevet. Je me suis penché en avant, serrant le manteau autour de moi comme une armure. Ma tête tournait, non pas à cause du froid, mais à cause du souvenir de ce regard dans ses yeux. Ce n'était pas la première fois que Vera essayait de me mettre à l'écart. Mais c'était la première fois qu'il la laissait faire. La veille au matin, je dépoussiérais le vieil hôtel familial, quelque chose que ma mère insistait pour que nous gardions en ordre, même après son décès. Cette petite table dans la véranda, remplie de souvenirs encadrés. Il y avait autrefois une photo d'elle et de papa pour leur 25e anniversaire de mariage. Son sourire doux, le sien fier. J'avais vu cette photo chaque semaine pendant des années. Mais hier, elle avait disparu, remplacée par une photo sur papier glacé de papa et Vera à un gala l'automne dernier, encadrée d'or comme si elle avait toujours été là. Je l'avais fixée pendant une bonne minute, le chiffon à poussière mou dans ma main. Je n'ai rien dit. J'ai ravalé la boule que j'avais dans la gorge, j'ai mis ça sur le compte du mauvais goût, et je suis passé à autre chose. J'aurais dû savoir que ce n'était pas le début. C'était un message. Les signes avaient été là. Vera déplaçant les héritages dans la maison.
changeant le plan de table pour le dîner de sorte que je n'étais plus au bout de la table mais sur le côté. Des changements subtils, trop polis pour qu'on s'y oppose mais juste assez vifs pour piquer. Et papa, il s'était éloigné aussi. Plus silencieux, moins impliqué. Repoussant mes questions avec des « pas maintenant, Heidi » ou « laisse Vera s'en occuper ». Alors, je suis restée silencieuse. Je me suis dit de ne pas faire de vagues. J'ai joué le rôle de la pacificatrice. Mais le maintien de la paix est pour les gens qui sont autorisés à rester à table. Je n'avais pas réalisé que j'étais déjà debout devant la porte. Je n'ai pas été mise dehors parce que j'avais crié. J'ai été mise dehors parce que j'étais encore là. Et maintenant, j'étais ici, sur un banc mouillé au milieu de la nuit, en robe de chambre sous la pluie. Sans portefeuille, sans chaussures, et sans une seule âme qui sache où j'étais. Puis je me suis souvenu que mon téléphone avait été dans la poche du manteau depuis le début, caché sous la doublure. Je l'ai sorti, les mains tremblantes, et je l'ai allumé. Aucun appel manqué. Un nouveau texto de papa. Tu aurais dû écouter. Un sanglot a commencé à monter dans ma poitrine, mais je l'ai réprimé. Il voulait que je parte, que je sois effacé, comme si je n'avais jamais fait partie de cette maison, de cette famille, de ce nom. Mais ils avaient oublié quelque chose. Je détenais toujours la fiducie. La bibliothèque venait d'ouvrir ses portes quand je suis entré, trempé de la nuit précédente. Les néons bourdonnaient faiblement, et une bouffée d'air chaud provenant des bouches de chauffage m'a fait cligner des yeux. Je n'avais pas dormi. Le banc de l'arrêt de bus n'offrait aucun réconfort, pas plus que l'idée d'appeler quelqu'un pour venir me chercher. Je me suis dirigé vers le coin le plus éloigné, près d'une fenêtre poussiéreuse avec vue sur le parking arrière. Personne d'autre n'était encore là, juste moi, une étrangère aux cheveux emmêlés et avec un manteau qui n'était pas le mien. J'ai branché mon téléphone sur la prise la plus proche, j'ai ramené mes genoux vers moi et j'ai enroulé le manteau plus étroitement autour de mes jambes. L'écran s'est ranimé, et avec lui, le son des messages manqués et des notifications d'applications, des textos d'amis, des appels non lus de numéros que je ne reconnaissais pas, et puis je l'ai vu. Une publication Facebook de Vera, Les femmes Vaughan, héritage, grâce et leadership. La photo était soignée, clairement une séance professionnelle. Vera se tenait au centre, flanquée de deux de ses cousines et de Brun, sa fille, toute vêtue de tenue crème assortie. En dessous, elle avait identifié des dizaines de membres de la famille. Tous sauf un. J'ai fait défiler les commentaires. Belle famille, disait l'un. Un autre disait, où est Heidi? Suivi d'une série de silences. Quelqu'un a répondu, elle n'est plus dans les parages, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre a dit, ne remuons pas le couteau dans la plaie. Ma mâchoire s'est crispée. Je n'étais pas seulement exclu de la photo. J'étais effacé comme si je n'avais jamais existé. Il n'a pas fallu longtemps avant que mon nom ne devienne tendance dans les mauvais cercles. Le groupe de discussion familiale bourdonnait, non pas d'inquiétude, mais de spéculation. Vera répondait déjà à certains des messages privés, brodant l'histoire avec soin. Heidi traverse une période difficile. Il vaut mieux que nous respections son espace. De l'espace. Il m'avait poussé dehors pieds nus et en robe de chambre, mais maintenant je prenais de l'espace. J'ai fermé l'application et j'ai fixé mon reflet dans la fenêtre. Les yeux gonflés, les lèvres sèches, les cheveux emmêlés. Rien de tout cela ne m'effrayait. Ce qui m'effrayait, en revanche, c'était à quel point tout était devenu calculé. À quel point Vera exécutait chaque mouvement parfaitement. Une photo à la fois. Une histoire à la fois. Je suis resté dans cette bibliothèque jusqu'à midi. J'ai utilisé les toilettes pour me nettoyer du mieux que je pouvais. Des serviettes en papier pour mon visage, un peigne emprunté à la boîte des objets trouvés, et du café du distributeur automatique qui avait le goût de carton brûlé. Vers 13 heures, j'ai reçu un message de ma cousine Émilie. Elle était toujours la plus discrète lors des réunions de famille, plus à l'aise pour envoyer des textos que pour parler. Son message était simple. Tante Vera demande si tu viens au brunch. Elle a dit que tu devrais. J'ai fixé l'écran. Un brunch après la nuit dernière? Mais quelque chose dans cette invitation semblait trop net, trop orchestré. Pourtant, j'ai dit oui. À 2 heures, je me tenais devant le Belmont Club, essuyant le dessous de mes ballerines empruntées sur le paillasson. L'hôtesse m'a à peine regardé en me conduisant à la table des Vaughan où la famille élargie s'était réunie en grande tenue du dimanche. Je suis entré vêtu du jean de la veille et d'un pull qui avait connu des jours meilleurs. Vera a levé les yeux.
Son sourire n'était que dents. La voilà, a-t-elle dit, comme si j'étais une parente perdue de vue depuis longtemps et non la femme qu'elle avait aidé à jeter sur le trottoir quelques heures plus tôt. J'ai pris ma place en silence, prise en sandwich entre deux cousins au 2e degré qui n'ont pas établi de contact visuel. Gareth était assis en bout de table, mâchant méthodiquement comme si de rien n'était. Dès que la serveuse est partie, Vera s'est éclairci la gorge. Avant de manger, a-t-elle dit, je voudrais juste aborder quelque chose. Quelque chose de délicat. Le silence s'est fait à table. Les couteaux se sont arrêtés à mi-tartine. Les conversations se sont éteintes comme une bougie soufflée. Vera s'est penchée en avant, sa voix baissant légèrement. Je sais que les choses ont été tendues, et je ne voulais pas en parler, mais je pense que nous devrions tous être honnêtes les uns avec les autres. Elle s'est tournée vers moi, une fausse inquiétude dégoulinant de son ton. Heidi, nous avons remarqué qu'un des bijoux de famille a disparu de ma boîte à bijoux. Je l'ai dévisagé. Je suis sûr que ce n'était qu'une erreur, a-t-elle ajouté rapidement, les paumes levées comme pour signifier la paix. Mais le collier de perles, celui que Célia a laissé, il n'est plus là où il était. Des halètements et des chuchotements ont rebondi à travers la table. Quelques regards se sont tournés vers moi. Gareth continuait de mâcher. Je n'ai pas parlé. Pas au début. Mon cerveau me disait de répondre, de nier, de me défendre, de me battre. Mais mon cœur savait exactement ce qui se passait. C'était un coup monté. Soigneusement préparé, méticuleusement chronométré. J'ai repoussé ma chaise et je me suis levé. Le bruit de grattement a résonné sur le sol en marbre. Personne ne m'a arrêté, pas même mon père. Je suis sorti sans toucher le verre d'eau devant moi. Dehors, la lumière du soleil était trop vive. Elle piquait, mais l'air était frais, et je pouvais à nouveau respirer. J'ai marché, pas vers un endroit en particulier, juste assez loin pour que mes jambes commencent à brûler. Finalement, je me suis retrouvé à White Point Garden, un parc tranquille à la pointe de la ville. Je me suis assise sur un banc sous un chêne massif, un que ma mère aimait beaucoup. Je me suis souvenu comment elle m'emmenait ici quand j'avais une mauvaise journée, quand papa était en voyage d'affaires et qu'elle avait besoin d'une pause pour ne plus faire semblant que tout allait bien. On ne combat pas la boue avec de la boue, ma chérie, m'avait-elle dit une fois alors que nous regardions des écureuils se poursuivre dans l'herbe. Tu laves ton nom en marchant au-dessus. C'était son style. Élégant, silencieux, digne. Et je savais ce qu'elle ferait maintenant. Elle ne crierait pas. Ah non. Elle ne maudirait pas. Elle documenterait tout. Elle laisserait les gens dire ce qu'ils voulaient. Puis elle présenterait la vérité avec un sourire. Je suis resté assise là pendant ce qui m'a semblé être une heure. Puis mon téléphone a de nouveau vibré. C'était un message d'un autre cousin. Celui-ci, juste une photo, un scan de l'arbre généalogique imprimé qu'ils avaient distribué à la réunion de famille 2 semaines auparavant. Mon nom n'y figurait pas. Elle avait griffonné une question en dessous. As-tu abandonné? Je l'ai fixé, les yeux brouillés. Je n'avais pas abandonné. J'avais été supprimé. 2 jours s'étaient écoulés depuis le brunch au Belmont Club, et je n'avais toujours pas défait le sac de nuit emprunté que Ruth avait discrètement déposé à mon Airbnb. Il était posé près de la porte comme un témoin silencieux de tout ce qui se délitait. La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement lointain de la circulation et du craquement occasionnel du vieux bois sous le plancher. Il n'y avait pas de photo ici, pas d'héritage, juste moi, un lit et une cuisine qui sentaient légèrement le café brûlé. Ce matin-là, un léger bruissement sous la porte m'a surprise. J'avais à peine touché ma 2e tasse de café quand j'ai remarqué une enveloppe de couleur crème sur le sol. Pas de timbre, pas de nom sur le devant, juste le genre de simplicité délibérée qui vous crispe un peu la peau. J'ai hésité, puis je l'ai ramassé et j'ai glissé mon doigt sous le seau. À l'intérieur se trouvait une courte note, manuscrite en lettres capitales soignées. J'ai travaillé avec votre mère. Il y a quelque chose que vous devez voir. Je suis en ville pour 3 jours. Si vous êtes prête, retrouvez-moi à 11h du matin. The Red Porsche Café. Pas de signature. Au moment où je finissais de la lire, mon téléphone a vibré avec un rappel de calendrier. Sauf que je n'en avais pas programmé. 11h du matin clignotait devant moi, synchronisé depuis un calendrier que je n'avais pas touché depuis des années. Je n'ai pas posé de questions. À 10h40, j'étais déjà assise à une table au fond du Red Porsche Café, un petit endroit près du front de mer avec des chaises rouges délavées et un café toujours un peu trop fort.
Je sirotais dans une tasse ébréchée et gardais les yeux sur la porte. À 11h02, un homme d'environ 70 ans est entré, silhouette mince, barbe poivre et sel, mocassins usés. Il a regardé autour de lui jusqu'à ce que ses yeux se posent sur moi. Il a hoché la tête une fois et s'est approché. « Vous lui ressemblez ?» a-t-il dit en s'asseyant avant que je puisse parler. Même mâchoire, même regard quand quelque chose ne colle pas, je suppose que c'est vous qui avez glissé la lettre sous ma porte. Il a de nouveau hoché la tête. Je m'appelle Henry Lawson. Je me suis occupé de la succession de Celia, ou du moins j'étais censé le faire. J'ai haussé les sourcils. Que voulez-vous dire par censé le faire? Il a sorti un dossier en cuir de sa mallette usée, l'a ouvert avec précaution et a fait glisser quelques papiers sur la table. Mon nom me fixait, tapé proprement en gras. Heidi Quinn, bénéficiaire, fiduciaire principale, exécutrice de la fiducie de la famille Vaughn, signée par Celia, tamponnée, notariée. 2 mois avant son décès. J'ai cligné des yeux. Je ne comprends pas. Je n'ai jamais vu cette version. Vous n'étiez pas censé la voir, a-t-il dit doucement. C'était la version finale originale, mais après la mort de Celia, Garrett m'a informé qu'une version plus récente avait été rédigée, une qui transférait la supervision à lui et à Vera. Et vous l'avez cru, ai-je demandé, en essayant de garder ma voix égale. Henry a baissé les yeux sur son café. Il m'a montré un document. Il avait l'air vrai, mais j'ai toujours eu mes doutes. Puis vous avez disparu des registres familiaux, et je n'ai pas pu me défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. J'ai de nouveau feuilleté les pages. Cette version du testament ne se contentait pas de me nommer. Elle protégeait la fiducie de toute modification en cas de remariage de Garrett. Cette clause à elle seule changeait tout. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Il a haussé les épaules. Je suis vieux et fatigué. Et j'aimais bien votre mère. Elle me faisait confiance. Je ne peux pas défaire ce que je n'ai pas empêché, mais peut-être que cela vous aidera à faire quelque chose. Il s'est levé, a posé une petite clé USB sur la table et a de nouveau hoché la tête. C'est tout ce que j'ai. Les originaux sont chez mon avocat. Il vous faudra une vraie bataille pour le contester, mais cela remet la loi de votre côté. Puis il est sorti. Sans fanfare, simplement parti. Je suis resté assise là longtemps après son départ. J'ai relu chaque page, mes mains tremblant un peu. Pas de choc, plutôt de clarté, de concentration, de prise de conscience. Ils ne m'avaient pas seulement mise à la porte de la maison. Ils avaient essayé de m'effacer légalement. Il ne s'agissait plus seulement de pouvoir. C'était une attaque contre l'héritage de ma mère, contre les promesses qu'elle avait faites en écrivant mon nom sur ces lignes. Et ils pensaient que je ne le verrais jamais. J'ai payé mon café, j'ai rassemblé les papiers et je suis retourné dans le vent. Au lieu de rentrer directement chez moi, je me suis arrêté au petit centre de ressources juridiques quelques rues plus loin. Je n'avais pas besoin qu'ils m'expliquent les documents. J'avais juste besoin d'un scanner et d'un endroit assez calme pour réfléchir. J'ai téléchargé chaque page, je les ai étiquetées avec soin et j'ai sauvegardé une copie à 3 endroits différents, un disque sécurisé, mon courriel et une copie papier. Puis j'ai envoyé un texto à Léora. Moi, est-ce que tu t'occupes toujours de droit des successions? Sa réponse est arrivée presque instantanément. Léora, pour toi, toujours. Qu'est-ce qui se passe? Moi, on se voit bientôt. Léora, mon bureau demain, 9h. Je n'ai rien écrit d'autre. Pas encore. Mais les mots se sont formés dans ma tête alors que je retournais à l'Airbnb. Ils ont essayé de brûler la piste de papier, mais je tenais toujours l'allumette. Ce soir-là, j'ai sorti le vieil ordinateur portable que j'avais gardé après la mort de ma mère. Il portait encore ses initiales gravées sur le dessous avec un petit cœur à côté. Garrett avait refusé de l'ouvrir après les funérailles. Il disait que c'était trop sentimental. La vérité, c'est qu'il ne voulait probablement pas que quiconque trouve ce qu'il y avait à l'intérieur. Il m'a fallu quelques minutes pour me souvenir du mot de passe. J'ai essayé des anniversaires, des dates de mariage. Rien n'a fonctionné jusqu'à ce que je tape le nom de la chanson qu'elle fredonnait en préparant le thé, Moon River. L'écran s'est allumé. De vieilles photos, des recettes, des feuilles de calcul. Rien d'inhabituel à première vue. Puis un dossier intitulé « Au cas où ». À l'intérieur se trouvaient des documents scannés, des conversations, des notes, des lettres et une note manuscrite datée de seulement 2 semaines avant son décès.
Si tu lis ceci, cela signifie qu'ils ont essayé. L'encre avait légèrement bavé sur les bords, comme si elle avait été touchée par des larmes ou du café. Je l'ai fixée pendant un long moment. Puis j'ai murmuré à l'écran comme si elle pouvait m'entendre à travers la vitre. Et maintenant, je vais le faire aussi. L'air extérieur était plus frais qu'il ne l'avait été depuis des jours, une légère accalmie par rapport à l'épaisseur habituelle de la fin de l'été à Charleston. Je venais de rentrer du bureau de Leora la veille au soir. Mon sac, lourd de copies scannées, de disques durs et de notes, me faisait mal à l'épaule. Je n'ai même pas défait mes affaires. J'ai tout laissé sur le canapé et je me suis endormi sur les couvertures, encore en jean avec une chaussure à moitié enlevée. Alors, quand mon téléphone a sonné le lendemain matin et que j'ai vu le nom de Garrett sur l'écran, je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai fixé jusqu'à ce qu'il cesse de sonner. Il a rappelé une minute plus tard. Au troisième appel, j'ai décroché. « Salut, ma chérie », a-t-il dit. Trop doux, trop facile. « Papa », ai-je dit, sans lui donner rien de plus. Je pensais, a-t-il commencé. Peut-être qu'on pourrait s'asseoir et parler. Juste nous. Rien de formel. C'est inattendu, ai-je dit d'un ton plat. Il y a eu une pause, comme s'il avait espéré que je remplirais le silence avec quelque chose de plus chaleureux. Écoute, je sais qu'il y a eu des tensions, a-t-il dit, mais je pense vraiment que si nous nous rencontrons et que nous mettons les choses au clair, ça pourrait aider tout le monde. Tu sais comment les choses sont mal comprises. Je n'ai rien mal compris, ai-je dit. Mais d'accord. Quand? Il m'a dit qu'il était au bureau familial ce matin-là, qu'il avait des documents à examiner, et qu'il pensait que ce serait bien que je passe. Sans pression, a-t-il ajouté, ce qui, venant de lui, ne signifiait que de la pression déguisée. Quand je suis arrivé sur le parking en gravier du bureau familial, le soleil était déjà haut, projetant des ombres nettes sur les colonnes blanches. C'était autrefois le bureau de consultation de ma mère. Maintenant, il était peint d'une couleur différente et le nom de Vera était inscrit comme « directrice stratégique » sur la porte d'entrée. Garrett m'a accueilli à la porte avec cette même demi-étreinte qu'il donnait aux investisseurs. « Merci d'être venu, Heidi. J'apprécie que tu sois ouverte. » Je n'ai pas répondu. Je suis passé devant lui, directement dans la salle de conférence où je m'étais assise des dizaines de fois en grandissant, coloriant pendant que ma mère travaillait. La table était la même. Les photos ne l'étaient pas. Chaque photo de Célia avait été remplacée par des récompenses portant le nom de Vera ou des coupures de journaux encadrés d'événements caritatifs locaux. Garrett m'a suivi et m'a tendu une seule feuille de papier d'un dossier. « Je sais que les choses ont été compliquées, » a-t-il dit, « et que tu as eu des questions. Ce document est juste une clarification, un nettoyage. Rien ne change ton rôle. Juste pour simplifier les choses pour la fiducie à l'avenir. » J'ai baissé les yeux. C'était intitulé « Addendum d'ajustement du rôle dans la fiducie familiale ». Mon nom y figurait. Il se tenait en face de moi, les mains jointes comme s'il dirigeait une prière. J'ai lu rapidement. Au troisième paragraphe, une phrase a sauté aux yeux, « En cas de restructuration ou de réalignement familial, les droits administratifs peuvent être réassignés à l'épouse en exercice du détenteur principal de la fiducie. » J'ai levé les yeux lentement. « À Vera, ai-je demandé. » Garrett a cligné des yeux, puis a essayé de sourire comme si j'avais mal compris. « C'est juste une formalité, du jargon juridique. Ça n'affectera rien. Tu essaies de lui donner la fiducie. » « Non, » a-t-il dit, puis a rapidement ajouté, « c'est plus une sauvegarde pour la continuité. » « La continuité, ai-je répété. Je ne me suis pas assise. J'ai tenu le papier dans mes mains et j'ai laissé le silence s'étirer. « Tu veux que je signe ça maintenant, ai-je demandé. Il s'est agité. « Je veux dire, ça ferait gagner du temps, mais si tu as besoin de l'examiner. »« Je l'ai déjà fait, ai-je dit en le coupant. Hier soir. » Ses sourcils se sont haussés. « Je l'ai scanné depuis le serveur de votre bureau hier après-midi. Vous avez oublié de changer les mots de passe d'accès. » Il a semblé abasourdi pendant un instant, puis s'est éclairci la gorge. « Je ne savais pas que tu... » « Tu ne sais jamais, ai-je dit doucement, en posant le papier sur la table sans signer. Tu as eu une chance de choisir ta fille. Tu as choisi le silence, et ce silence est écrit sur toute cette page. Je suis sorti sans un autre mot. Il m'a suivi jusqu'au parking, mais seulement à mi-chemin. Au moment où je suis arrivé à ma voiture,
il retournait déjà vers le bâtiment. À la fenêtre au-dessus, Vera regardait tout se dérouler. Sa bouche était une ligne dure, ses yeux illisibles. Ce soir-là, je suis retourné à l'Airbnb et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai affiché la copie scannée de l'addendum manuscrit final de Celia et je l'ai jointe à un courriel adressé à Léora. Sujet, prochaine étape. Message, pièce jointe prête. Dépôt de l'avis formel ce soir. Merci. Puis je me suis connecté au portail de la succession et j'ai tout téléchargé, le testament de Celia, les dossiers notariés de Henri, et la clause de protection qui bloquait les changements posthumes de tout conjoint non nommé dans l'original. Alors que le message de confirmation se chargeait, mon téléphone s'est allumé avec un avis de livraison, courrier recommandé livré. V. Dorian, signé par le destinataire. J'ai imaginé l'expression sur son visage en ouvrant l'enveloppe. J'ai imaginé sa main trembler légèrement en dépliant le document, en lisant l'encre qui portait encore le nom de ma mère. Tu voulais posséder le nom, Vera. Maintenant, je possède l'héritage. Après avoir cliqué sur « Soumettre » pour la notification officielle au tribunal des successions, une étrange sorte de calme s'est installée en moi. Pas la paix, rien d'aussi réconfortant, mais un calme qui semblait mérité, comme si j'expirais enfin après avoir retenu ma respiration trop longtemps. 2 matins plus tard, j'étais de retour au bureau de Léora. Son assistante nous a apporté du café dans des gobelets en carton, et j'ai regardé par la fenêtre pendant que Léora imprimait les formulaires de révocation finaux. Le ciel de Charleston semblait meurtri de nuages, du genre qui annonce une tempête, même si les prévisions juraient le contraire. Léora a fait glisser la dernière feuille sur la table. Ceci suspendra tous les décaissements jusqu'à ce que le tribunal statue sur le contrôle total, a-t-elle dit. Mais tu vas secouer quelques arbres aujourd'hui. C'est le plan, ai-je dit, en signant mon nom avec une pression ferme. Ils ont construit leur monde sur ces branches. Elle n'a pas souri. Pas comme elle le faisait quand nous étions des stagiaires d'une vingtaine d'années apprenant le droit des affaires et rêvant de changer le monde. Aujourd'hui, son visage était aussi sérieux que le mien. À l'heure du déjeuner, les paiements automatiques du fonds en fiducie étaient gelés. Plus de virements mensuels à Gareth et Vera. Plus de versements de la fondation. Plus de prépaiements pour quoi que ce soit. Je n'avais pas besoin d'un communiqué de presse. J'avais juste besoin que les chiffres arrêtent de bouger. Et ils ont bougé, en sens inverse. En fin d'après-midi, Gareth était en réunion avec des sponsors locaux lorsque sa carte a été refusée 2 fois en payant le déjeuner. Il a passé un appel depuis le parking, faisant les 100 pas. Le comptable de la fondation a appelé Vera. 10 minutes plus tard, le paiement des frais de scolarité de Brun pour son semestre à Florence a été rejeté. Et je n'ai pas décroché mon téléphone une seule fois. Les appels sont arrivés comme sur des roulettes. Gareth d'abord, puis Vera, puis un numéro inconnu, que j'ai supposé être un avocat de 3e ordre qu'ils avaient entraîné dans l'affaire. Je les ai tous mis en sourdine et je suis allé au parc à la place. Celui où maman m'emmenait les jours comme celui-ci, quand elle avait besoin de se rappeler que la vie avait plus de couleurs que n'importe quelle salle de réunion qui tentait de l'aplatir. Je me suis assise sur un banc sous une canopée de chêne et j'ai regardé un couple de personnes âgées nourrir les oiseaux. Le vent bruissait dans les feuilles avec un rythme que je n'avais pas entendu depuis des mois. Mon téléphone a de nouveau vibré. J'ai baissé les yeux. Messagerie vocale de Gareth. Je l'ai laissé. Une autre vibration. Cette fois, un texto. Gareth, tu as coupé le fond. Tu ne peux pas faire ça. Cela affecte toute ta famille. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai tapé ma réponse sans broncher. Moi, je sais. J'ai lu les documents que vous avez essayé de me faire signer par la ruse. J'espère que tu as appris à Vera à lire les siens aussi. Il n'a pas répondu. Cette nuit-là, les téléphones ont continué de sonner. J'ai continué à écrire, courriel, scan, tout classé et sauvegardé en triple exemplaire, pas seulement pour le tribunal, mais pour moi, pour ma santé mentale. Je n'essayais pas de les détruire. J'arrêtais l'hémorragie, celle qu'ils avaient causée en prenant ce qui n'était pas à eux et en l'appelant héritage. À la fin de la semaine, les rumeurs ont commencé. Le Charleston Register a publié un titre discret enfoui à la page 4, question soulevée sur la comptabilité de la fondation de la famille Vaughn. Les chuchotements en ville étaient plus bruyants que l'article. Vera a-t-elle mal géré l'argent? Pourquoi Gareth n'a-t-il pas fait de déclaration? Cette fiducie n'était-elle pas censée être pour les enfants? Je n'avais pas parlé publiquement. Je n'avais pas posté un mot.
Mais le silence, bien utilisé, fait du bruit par lui-même. Ruth a appelé ce vendredi soir. Sa voix était douce mais claire. Je sais qu'on te dépeint comme étant dramatique, a-t-elle dit. Mais je vois clair dans leur jeu, et je veux que tu saches que tu n'as pas tort. J'ai dégluti difficilement. Merci. J'ai assisté à une douzaine de dîners à écouter Vera prétendre qu'elle avait construit cet héritage. Mais j'étais là quand ta mère a écrit la première ébauche. Elle l'a construit pour toi. Tu étais censé le porter, pas eux. J'ai laissé cela s'installer dans ma poitrine un instant. Quelque chose de chaud a fleuri à travers la douleur. Je ne vais pas le céder à nouveau, ai-je dit. Je sais, a répondu Ruth. Et ils ont peur. C'est pourquoi ils s'agitent. Elle n'avait pas tort. 2 nuits plus tard, je suis rentré chez moi pour trouver un colis posé droit contre ma porte. Pas d'étiquette de retour, pas de mots, juste une petite enveloppe blanche avec mon nom imprimé dessus. À l'intérieur, une clé USB, une étiquette collée dessus en écriture majuscule, lis ceci avant d'aller plus loin. Je l'ai fixé pendant 1 minute, le pouce appuyé sur le coin comme si cela pouvait révéler quelque chose. S'ils avaient déjà si peur, ce qu'il y a dessus doit être pire que ce que j'imaginais. La clé USB est restée intacte sur la table pendant près d'1 heure. Je m'étais préparé une tasse de thé, puis je l'avais laissé refroidir, j'en avais versé une autre, j'avais fait 2 fois le tour du salon, regardant les ombres se déplacer sur le parquet alors que le soleil glissait derrière les chênes. Le calme de mon Airbnb semblait trop intentionnel, trop silencieux pour ce que j'étais sur le point d'entendre. Finalement, je me suis assise, j'ai inséré la clé dans mon ordinateur portable et j'ai cliqué pour ouvrir le seul fichier qu'elle contenait, une vidéo non marquée, étiquetée uniquement avec la date. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Peut-être un document scanné, un enregistrement d'un brunch familial, une preuve bénigne destinée à piquer une plaie déjà ouverte. Mais ce qui s'est joué à l'écran ressemblait à une trahison en haute définition. La caméra était cachée, positionnée en biais derrière un tableau encadré sur un mur que j'ai reconnu instantanément. Le bureau du siège de la fondation. La voix de Gareth est venue en premier. Basse mais claire. Elle devient un handicap, a-t-il dit. Émotionnellement instable. Elle l'a toujours été. La réponse de Vera était nette, mesurée. Alors nous allons jouer là-dessus. Nous jouons le jeu sur le long terme. Utilisons sa réaction contre elle. Laissons-la creuser son propre trou. Mon estomac s'est noué. Je me suis penché plus près, les doigts se resserrant sur la tasse en céramique. Gareth a ri. Un son laid et creux que je ne lui avais jamais entendu faire. Si elle devient émotive, nous dirons qu'elle est irrationnelle. Si elle se défend, nous appellerons ça du harcèlement. Ça a déjà marché, a ajouté Vera. Ils savaient. Ils avaient planifié chaque moment de mon effacement, chaque regard de travers, chaque omission, chaque regard froid de parents qui autrefois m'embrassaient le front et disaient que j'étais le portrait craché de ma mère. J'ai mis la vidéo en pause à mi-chemin, non pas parce que je ne pouvais pas supporter le reste, mais parce que je devais absorber ce que j'avais déjà vu. Ce n'était pas seulement de la négligence, ce n'était pas une incompréhension. C'était une stratégie. J'ai relancé la lecture. À un moment donné, Gareth a dit, une fois que la version révisée sera passée, elle n'aura plus aucun droit. Elle ne le saura même pas avant qu'il ne soit trop tard. Elle n'est pas stupide, a marmonné Vera. Elle est fatiguée, l'a-t-il corrigé. Il y a une différence, et les gens fatigués font des erreurs. J'ai fermé l'ordinateur portable sans finir la dernière minute. Je n'en avais pas besoin de plus. Il m'avait enterré exprès. Plus tard dans la soirée, juste après 21 h, une notification est apparue sur mon téléphone. Un message vidéo de Gareth. Son visage remplissait l'écran, les manches retroussées, la cravate de travers. Ses yeux étaient rouges, mais je n'étais pas sûr si c'était à cause des larmes ou de la performance qu'il s'apprêtait à livrer. Heidi, a-t-il commencé. Je suis désolé. Il a fait une pause, inspirant profondément. Ce n'est pas ce que je voulais. Les choses se sont compliquées. Vera, elle pensait faire ce qui était le mieux pour la famille. Et moi. Une autre pause, un hochement de tête, j'aurais dû parler plus tôt. J'ai attendu. J'ai attendu les mots qui comptaient. Ceux qui prenaient la responsabilité, qui disaient, j'ai fait le mauvais choix. Je t'ai abandonné. Au lieu de cela, il a dit, mais tu sais, tu as toujours été difficile,
difficile à atteindre. Tu as cette façon de déformer les choses. C'était parfois difficile de te faire confiance. J'ai appuyé sur supprimer sans regarder le reste. Le voilà. Le vrai Gareth. Celui qui ne pleurait que quand ça lui coûtait quelque chose. Celui qui s'excusait juste assez pour se sentir noble mais qui blâmait assez pour rester innocent. Le lendemain matin, on a frappé à la porte. Je l'ai ouverte pour trouver un jeune homme en blazer tenant une épaisse enveloppe blanche. « Heidi Quinn » a-t-il demandé. « Oui. Vous avez reçu une assignation. » Il m'a tendu l'enveloppe et s'est retourné sans attendre de réponse. À l'intérieur, une lettre de mise en demeure de l'équipe juridique de Vera. Il m'accusait de diffamation, de manquement à l'obligation fiduciaire, de cyberharcèlement et d'utilisation d'actifs familiaux pour des vengeances personnelles. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. Je suis allé à la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai envoyé un courriel à Léora avec un seul objet, maintenant. Elle a appelé dans les 5 minutes. Nous avons plus qu'assez de preuves, a-t-elle dit avant que je puisse parler. J'ai déjà préparé la réponse. Une analyse de 52 pages de chaque violation que nous avons suivie, y compris l'utilisation abusive des fonds caritatifs de la Fondation. J'ai signalé 4 transferts pour un examen fédéral. Bien, ai-je dit en m'asseyant dans ma chaise. Envoie-le. C'est déjà fait. En fin d'après-midi, l'équipe juridique de Vera a reçu une réponse formelle, aucun règlement, contre-poursuite complète, document en route vers l'IRS et le procureur général de l'État. Ils ont intenté un procès parce que j'avais du pouvoir. Nous avons répondu parce que j'avais des preuves. Ce soir-là, Ruth m'a de nouveau appelé. Ils sont en train de s'effondrer, a-t-elle dit. J'ai croisé Gareth au marché aujourd'hui. Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Laisse-les faire, ai-je répondu. Il se cache derrière la politesse depuis assez longtemps. Continue juste d'avancer, a-t-elle dit. Tu y es presque. Après l'appel, j'ai éteint les lumières et je suis resté assise dans le noir pendant un moment, à penser, à ressentir. Quand on grandit en croyant que sa famille est sacrée, la trahison ne se présente pas sous une seule couleur. Elle vient dans des tons discrets, dans des haussements d'épaules polis, dans des larmes qui prétendent être du regret. Mais cela ne change pas ce qui a été fait. J'ai vérifié mes courriels une dernière fois avant d'aller me coucher. Léora venait d'envoyer une seule ligne. Je viens de recevoir un avis d'assignation à comparaître. Ils essaient de te devancer au tribunal. Je n'ai pas paniqué. J'ai souri. Laisse-les faire. J'ai déjà commencé à écrire le dernier chapitre. Au moment où je me suis garé sur le parking en face du gala de la Fondation, le crépuscule avait teinté le ciel de Charleston d'un lavande profond. Je suis resté dans la voiture quelques minutes, observant à travers le pare-brise des couples bien habillés monter sur le tapis rouge, sourire pour les photos et disparaître à l'intérieur. Personne ne savait que j'étais là. Personne ne m'avait invité. C'était le but. J'ai ajusté mon blazer noir dans le rétroviseur, non par vanité, aucune caméra n'attendait pour me prendre en photo mais comme une armure. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai vérifié l'heure, 18h57. Mes doigts planaient au-dessus de l'écran où la publication était en mode brouillon, déjà chargée sur mes comptes de médias sociaux et mise en file d'attente sur 3 groupes de défense avec lesquels j'avais travaillé par le passé. 3 minutes. Les publications n'étaient pas dramatiques. Elles n'insultaient personne. Il n'y avait pas de langage coloré ni d'appels émotionnels, juste des chiffres, des dates, des captures d'écran, des transactions bancaires, une copie du testament original et des extraits de la version qu'ils avaient enterrée. Je n'avais pas besoin d'une histoire larmoyante. J'avais des preuves. À 19h précise, j'ai appuyé sur « Publier ». Puis je suis sorti de la voiture, j'ai traversé la rue et je me suis appuyé contre la clôture en fer forgé qui bordait le lieu. À travers les fenêtres, j'ai vu Vera parler à un groupe de donateurs près de la cheminée. Elle portait du bleu marine, la couleur dont maman disait toujours qu'elle projetait le contrôle. Gareth se tenait à quelques mètres de là, souriant poliment à quelqu'un qui tenait un verre de vin. À l'intérieur, personne ne savait que leur téléphone s'allumait déjà. Cela a commencé comme une ondulation. Un serveur s'est arrêté à mi-chemin. Une femme en robe à paillettes a baissé sa flûte de champagne pour vérifier son écran. Puis une autre, et encore une autre. J'ai vu le visage de Vera changer. D'abord la confusion, puis l'immobilité, puis quelque chose de bien plus froid. Elle a attrapé le bras de Gareth, lui a chuchoté quelque chose à l'oreille.
Il s'est figé. Je me suis retourné et je suis parti avant même que le premier site d'information ne s'en empare. À minuit, c'était partout. Une œuvre de charité de Charleston fait face à un examen minutieux de sa gestion financière. Des documents exclusifs suggèrent une utilisation abusive de la fiducie de la famille Vaughn. Le testament original révèle un conflit au cœur du litige successoral. Et en dessous de tout cela, commentaire après commentaire. Cela explique beaucoup de choses. Attendez, ils l'ont effacé de l'arbre généalogique? Pourquoi Vera n'a-t-elle pas répondu? Il n'en avait pas besoin. Le silence était la réponse. Bien sûr, la contre-attaque est venue rapidement. Le lendemain matin, un blog a fait surface sous un pseudonyme. Long, sinueux, mal édité, mais m'accusant de tout, du narcissisme au délire limite. Il y avait même un clip audio, lourdement édité, où je disais supposément « je le détruirai s'il le faut ». C'était ma voix, mais coupée et recollée si maladroitement que même quelqu'un à moitié éveillé pouvait repérer la manipulation. Je n'ai pas bronché. J'ai appelé Léora. Nous les laisserons publier, ai-je dit. Ensuite, nous assignerons à comparaître chaque serveur qu'ils ont touché. Cet après-midi-là, Ruth a appelé. Sa voix portait un mélange de fierté et d'épuisement. Ils sont désespérés, a-t-elle dit. Tu les as secoués. Je ne pensais pas que ça frapperait aussi vite, ai-je admis. Ils ont construit leur réputation comme un château de cartes, a-t-elle dit. Il allait toujours tomber rapidement. Il avait juste besoin du bon coup de vent. Pourtant, il y avait un poids à tout cela. Les noms qu'il me donnait, les chuchotements sur ma santé mentale, les pics subtils sur le fait que j'étais instable, jalouse, trop abîmée pour hériter de ce genre de responsabilité. C'était exactement le même scénario qu'ils avaient utilisé sur ma mère vers la fin, quand elle a commencé à remettre en question la façon dont Garrett gérait l'argent. Plus tard dans la nuit, 2 messages sont arrivés de personnes dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Le premier venait d'une vieille amie du lycée qui travaillait maintenant pour une organisation à but non lucratif locale. « Nous avons vu ce qu'ils te font », a-t-elle écrit. « Si tu as besoin d'une déclaration, je me souviens comment Vera parlait de toi avant même le décès de ta mère. Elle donnait toujours l'impression que tu étais fragile, que tu ne pouvais pas gérer la vraie vie. Ça ne m'a jamais semblé juste. » Le second venait d'un ancien collègue de ma mère, que je ne me rappelais que vaguement. Elle m'a dit un jour, s'ils essaient un jour de prendre ça à Heidi, ce sera parce qu'ils ne peuvent pas la contrôler. Je pense que ce jour est arrivé. Je suis resté avec ces mots pendant un long moment parce que pour la première fois depuis des semaines, je n'avais pas l'impression d'être seul. À midi le lendemain, j'ai vérifié mes courriels pour la 100e fois. C'était là, une confirmation du tribunal que ma requête pour rétablir la structure originale de la fiducie de Celia et retirer Garrett et Vera en tant que fiduciaire avait été acceptée. L'audience était fixée. Tous les documents validés. Toutes les signatures en place. Ça allait arriver. Fini les escarmouches. Fini les jeux de gestion de réputation ou de qui pourrait surpasser l'autre au brunch. La semaine prochaine, nous arrêtions de prétendre que le sang signifie la loyauté. Je n'ai pas dormi la nuit avant l'audience. Pas à cause du trac, du moins pas celui qui fait trembler mes mains ou tourner mes pensées en rond. C'était un malaise plus profond, celui que l'on ressent lorsque quelque chose qui a autrefois défini votre vie est sur le point d'être mis à nu devant des inconnus en costume sur des bancs en bois. À 8h30, je me tenais devant le palais de justice de Charleston, vêtu de bleu marine, les cheveux bien attachés, chaque détail choisi pour projeter une chose, le contrôle. Pas le chagrin, pas la colère, pas la pitié. Garrett, Vera et Brun sont arrivés ensemble comme s'ils entraient à l'église, tout en ligne nette et en chaussures cirées. La mâchoire de Garrett était si serrée qu'il semblait avoir mal à respirer. Vera, comme toujours, était posée, mais les rides autour de ses yeux trahissaient une tension d'un autre genre. Brun semblait ne pas savoir si elle devait suivre leur exemple ou disparaître dans le sol. Je n'ai parlé à aucun d'entre eux. À l'intérieur de la salle d'audience, les journalistes remplissaient les rangées du fond, certains familiers des événements caritatifs, d'autres plus récents, flairant l'odeur du déshonneur public. Je me suis assise du côté gauche avec Léora à côté de moi. Elle gardait ses dossiers bien empilés, son attitude froide et illisible. Comme toujours, elle laissait les faits parler avant elle. La juge, une femme aux cheveux gris avec un ton qui ne tolérait aucune absurdité, a ouvert la session sans préambule. Procédons. Léora s'est levée. Votre honneur,
nous commencerons par la documentation concernant les retraits non autorisés du fonds en fiducie de la famille Vaughn. Ces fonds étaient alloués à des fins éducatives et caritatives conformément à la fiducie originale établie par Celia Quinn. Elle s'est avancée au centre, a remis un dossier. À l'intérieur, vous trouverez une ventilation des transactions financières initiées par Vera Dorian, qui n'a pas été légalement nommée fiduciaire, ainsi que la preuve que Gareth Vaughn a approuvé celle-ci sans le consentement approprié. La juge a parcouru les documents, le front plissé. Et le montant total détourné? Léora n'a pas scié. Un peu moins de 274 000 $. Un paiement majeur a été directement utilisé pour couvrir les frais de scolarité de Bryn Dorian pour son semestre universitaire à l'étranger. Un silence est tombé sur la salle. J'ai regardé la colonne vertébrale de Vera se raidir. Léora s'est tournée vers le banc. Mademoiselle Quinn va maintenant parler. Je me suis levé, j'ai marché lentement jusqu'au pupitre et j'ai rencontré le regard de la juge. La fiducie que ma mère a créée n'a pas été conçue pour des gens qui la voyaient comme un tremplin, ai-je dit clairement. Ce n'était pas un prix. C'était une promesse. Et ce n'était certainement pas destiné à financer un style de vie qui excluait sa propre fille. Vera s'est agitée sur son siège. Gareth regardait droit devant lui. L'addendum final de ma mère, ai-je continué, stipulait explicitement qu'en cas de remariage, ses volontés ne devaient pas être modifiées. Cette clause a été ignorée. Son nom a été enterré avec son testament, et le mien a été presque effacé dans le processus. Vera a essayé de parler, mais la juge a levé la main. Vous attendrez votre tour. Je suis retourné à ma place. L'avocat de Gareth a commencé à murmurer quelque chose, mais Gareth s'est levé de lui-même. Si je peux me permettre, a-t-il dit doucement, sa voix vacillait. La juge a hoché la tête une fois, brièvement. Il m'a regardé, pas au-delà de moi, pas à travers moi. Pour une fois, il m'a regardé. Je pensais que je faisais ce qui était le mieux pour la famille, a-t-il dit. Je ne me suis pas rendu compte jusqu'où les choses étaient allées. Mes doigts se sont crispés contre ma jambe, les ongles mordant la peau. Monsieur Vaughn, a dit la juge, les intentions n'absolvent pas les violations. Elle s'est tournée vers son greffier. Enregistrez la pièce à conviction 17. Procédez au jugement. Le greffier lui a tendu une seule page, la clause manuscrite de ma mère, validée et notariée. Je conclus que les actions de Gareth Vaughn et Vera Dorian constituent une violation des stipulations de la fiducie originale, a déclaré la juge. Les droits de fiduciaire sont par la présente révoqués. Le contrôle administratif est rétabli à Heidi Quinn. De plus, la restitution des fonds détournés doit être effectuée dans les 90 jours. Vera s'est levée de sa chaise. C'est une campagne de diffamation. Asseyez-vous, a dit la juge d'un ton sec. Gareth a tenté d'intervenir. Votre honneur, je n'ai jamais. L'officier debout à la porte s'est légèrement avancé. Je me suis penché et lui ai murmuré alors qu'il s'asseyait. Tu as choisi le silence. C'est le prix à payer. Il n'a pas répondu. Quand le marteau a frappé, je n'ai pas ressenti de triomphe. C'était final. À l'extérieur de la salle d'audience, l'essai médiatique a été immédiat. Je me suis rapidement frayé un chemin à travers eux. Une journaliste, une jeune femme aux grands yeux, a articulé sans un son, « Tu l'as fait ». Je n'ai pas arrêté de marcher. Dans le couloir, Ruth attendait. Elle a ouvert les bras, et je m'y suis réfugié sans hésitation. Nous n'avons pas parlé. Nous n'en avions pas besoin. De l'autre côté du hall, Vera a franchi les portes à double battant, ses talons claquant comme des balles sur le carrelage. Bryn est resté immobile, les épaules tendues, les yeux balayant la pièce comme si elle venait de réaliser que le toit avait disparu. Gareth est resté assis à l'intérieur, fixant le banc où je m'étais tenu. Ce soir-là, je me suis assise à ma table de cuisine, les lumières éteintes. Mon ordinateur brillait dans l'obscurité, et j'ai ouvert la demande que j'avais rédigée un mois auparavant. Une soumission pour un fonds éducatif sous le nom d'une fondation que personne dans ma famille ne connaissait. Destinataire, Bryn Dorian. Frais de scolarité complet, 1 an. Aucun crédit requis. J'ai survolé le bouton, puis j'ai cliqué sur envoyer. Elle n'aurait jamais besoin de savoir que cela venait de la femme qu'ils avaient essayé d'effacer. La lettre est arrivée la semaine même où la décision est devenue définitive. Pas un courriel, pas un message vocal. Manuscrite, pliée avec soin dans une enveloppe bleu pâle sans adresse de retour, juste mon nom sur le devant,
à l'encre. J'ai immédiatement reconnu l'écriture de Vera. J'ai retourné l'enveloppe 2 fois avant de l'ouvrir. Mes instincts étaient toujours vifs, ma prudence intacte, mais la curiosité et quelque chose qui ressemblait vaguement à une obligation m'ont poussé à lire. Heidi, j'aimerais parler. Pas me disputer, pas plaider, juste parler. Je serai au jardin de l'église vendredi à midi. Si tu choisis de ne pas venir, je comprendrai. V. Je suis resté avec la lettre pendant des heures. Une partie de moi s'attendait à ce qu'elle s'autodétruise comme dans un film d'espionnage. Une autre partie se demandait si je devais amener quelqu'un, Ruth, Léora, n'importe qui pour s'asseoir à proximité au cas où ce serait une tentative élaborée de remuer le couteau dans la plaie une dernière fois. Mais le vendredi est arrivé, et j'ai marché seul jusqu'au jardin de l'église. C'était calme, le genre de calme qui s'enroule autour de vos épaules comme une couverture et vous rappelle que le deuil et la grâce partagent souvent le même silence. Vera était déjà assise sur l'un des bancs de pierre sous le cornouiller, vêtue d'un pantalon noir et d'un chemisier pâle, les cheveux tirés en arrière trop serrés, comme si elle essayait de se maintenir par ses racines. Elle ne s'est pas levée. Elle m'a juste regardé et a hoché la tête une fois. Je ne me suis pas assise tout de suite. Je me suis tenu devant elle, les bras croisés, laissant le moment s'étirer plus longtemps que nécessaire. « Je ne t'ai jamais détesté », a-t-elle dit finalement. J'ai cligné des yeux. C'est une étrange entrée en matière. Elle a joint ses mains sur ses genoux. Je ne pouvais simplement pas laisser Brun vivre dans ton ombre. J'ai penché la tête. Alors, tu m'as effacé, tu as menti sur moi, tu m'as drogué avec tes mots dans chaque pièce où j'entrais. Elle a soupiré. Tu as toujours été si sûr de toi, tellement comme ta mère. Ce n'était pas un compliment. Non, a-t-elle admis. Ce n'était pas censé l'être. Nous sommes restés en silence un moment. Des feuilles voltigeaient au-dessus de nous. Un couple a traversé le jardin, parlant doucement, sans nous remarquer. Je pensais que si je pouvais protéger ce que Brun avait, a-t-elle dit, alors peut-être qu'elle aurait une chance. Peut-être que les gens ne la compareraient pas à toi chaque fois qu'elle entrerait dans une pièce. Je ne me suis pas adouci. Je ne me suis pas penché en avant ni n'ai touché sa main. Je n'étais pas là pour me réconcilier. J'étais là pour comprendre la forme des dégâts. Tu n'avais pas besoin de m'effacer, ai-je dit. Tu avais juste besoin de l'élever. Elle a hoché lentement la tête, les yeux fixés sur le sol. Je suppose que tu as raison. Il n'y avait rien d'autre à dire. Je me suis levé et je suis parti. Elle n'a pas suivi. Plus tard dans l'après-midi, je suis allé à la banque. C'était calme là aussi. La plupart des gens ne financent pas des bourses de manière anonyme, mais je n'étais pas la plupart des gens. Et Brun, malgré son silence, méritait une vie détachée du poison qui s'était répandu entre sa mère et moi. J'ai finalisé le virement, j'ai vérifié le nom et j'ai remis les documents au directeur. Elle ne saura jamais que ça vient de moi, ai-je dit à Léora ce soir-là au téléphone. Elle n'en a pas besoin, a dit Léora. Certaines choses ne sont pas une question de remerciement. J'ai souri dans le combiné. Non, il s'agit de terminer les choses de la bonne manière. Une semaine plus tard, je me tenais sous le magnolia où le mémorial de ma mère avait été prévu avant que Vera ne l'annule en faveur d'un cocktail de collecte de fonds pour la fondation. Cette fois, il n'y avait pas de photographe, pas de traiteur, juste une table pliante avec une nappe en lin, un bouquet de lys frais et des gens qui avaient connu Celia Quinn pour ce qu'elle était vraiment. Ruth a lu un poème. Une des amies de maman de son groupe de défense a raconté comment Celia avait un jour passé son week-end à aider une femme qu'elle connaissait à peine à éviter une saisie. Quelqu'un d'autre a joué un ancien message vocal où maman riait en pleine phrase. Nous avons tous ri avec elle. Et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de m'accrocher à sa mémoire. J'avais l'impression de la vivre. Cette nuit-là, je suis retourné à mon appartement, un petit endroit ensoleillé avec des planchers qui craquent et une bibliothèque que j'ai construite moi-même. Sur l'étagère se trouvaient 3 photos encadrées, une de maman, une de moi et Ruth au palais de justice, et un 3e cadre encore vide. Je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas rempli. Peut-être que j'attendais quelque chose qui n'existait plus. Ou peut-être que je l'avais laissé ouvert pour l'avenir, pour me rappeler qu'il y a des parties de la vie encore non écrites. Je me suis adossé au canapé et j'ai fixé le mur en face de moi, sentant le calme, non pas comme une absence, mais comme la paix. Je n'essayais pas de reconstruire la famille. J'essayais de reconstruire ce que la famille signifiait pour moi. Le lendemain matin, j'ai visité le cimetière.
Le gardien a hoché la tête en passant. Il se souvenait de moi depuis que je m'étais battu pour que la tombe de maman soit ramenée à l'emplacement original qu'elle avait choisi avant que Vera ne change l'ordre sans en informer personne. Je me suis agenouillé près de sa pierre tombale, j'ai brossé une feuille de son nom et j'ai placé un seul lys à sa base. Ils ont essayé de m'effacer, ai-je murmuré. Mais je t'ai réinscrite. Et cela sera toujours suffisant. Parfois, la famille n'est pas définie par le sang, mais par le courage de se tenir seul quand tous les autres vous tournent le dos. L'histoire de Heidi nous rappelle que le silence face à la trahison n'est pas une force, mais que reprendre sa voix en est une. Avez-vous déjà dû vous battre pour être vu dans votre propre famille? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de vengeance puissantes et vécues et de parcours émotionnels comme celui-ci.